Et c'est un passage méconnu de l'histoire européenne, l'histoire de Morennais, petit village belge qui pendant près de 100 ans fut un pays presque à part entière, un pays de 4 km². De 1816 à 1914, Morennais fut un territoire neutre. Ainsi en décidèrent les vainqueurs de Napoléon au lendemain de Waterloo. Et c'est l'histoire étonnante de ce territoire que vous retracez, Marc Bressan, dans votre roman « Un si petit territoire », publié aux éditions de Fallois. Merci à vous d'être avec nous. D'abord, comment vous est venue l'idée de ce livre? Vous connaissiez Morennais? Oui, je connaissais un peu Morennais pour des raisons diverses, familiales et autres, mais effectivement, à un moment où l'Europe est complètement vilipendée tous les matins, je me suis dit que cette histoire étrange, qui est une sorte de la première histoire de l'Europe, en quelque sorte, au même endroit, au centre même d'un autre continent, méritait d'être racontée. Mais pour qu'elle ne soit pas ennuyeuse, évidemment, sur une trame tout à fait historique, parce que c'est bien ce qui s'est passé, j'ai mis des personnages complètement de fiction qui cavalcadent à Moresnet, mais c'est un peu petit pour cavalcader longtemps, et donc ils sont en permanence dedans, dehors, mais qui vont... De grands voyages aussi, hein. Qui font de grands voyages et qui vont essayer de donner un destin à cet endroit indépendant où il n'y a pas de police, pas de justice, pas d'impôts, enfin, quelque sorte de paradis anarchique, mais qui vit évidemment puisque c'est l'endroit, le seul qu'on connaît à cette époque, où il y a des mines de zinc énormes, et c'est l'époque où les architectes partout en Europe vont commencer à faire des toits en zinc, notamment à Paris, avec Haussmann. Et justement, avec cette richesse, comment a-t-il été possible que les vainqueurs de Napoléon en 1815 ne parviennent pas à s'accorder sur Morennais? Parce que Moresnet était justement à la limite entre trois pays, l'Allemagne, qui était toute proche avec Aix-la-Chapelle, la Belgique avec Liège, et puis les Pays-Bas avec Maastricht. Et donc cet endroit de nulle part est très très proche de trois pays, de trois frontières, et chacun évidemment voulait annexer Moresnet. Et après 25 ans de guerre napoléonienne et révolutionnaire, finalement, les dirigeants de ces trois pays ont jugé plus intelligent d'accepter l'idée que ce soit un pays de nulle part où personne ne serait sinon la société d'exploitation des mines. Alors je me corrige, on dit Moresnet et non pas Morennais. Alors là-bas, il n'y avait pas d'armée, vous l'avez dit, pas de justice, mais des timbres et une langue officielle, l'espéranto. C'est quasiment une utopie, non ? Oui, alors c'est vers la fin de cette période quand même, parce que l'espéranto a été... Fin du 19e, oui, ça a été inventé vers 1890. Donc c'est l'époque où Moresnet n'avait plus de zinc, et donc tout le monde se demandait à quoi rimait ce petit état de nulle part, et les gens de Moresnet ont pris leur destin en main. Et notamment dans leurs projets innombrables, il y a eu, on va se faire adopter une langue rien qu'à nous, l'espéranto qu'on venait d'inventer, et comme ça nous donnerait beaucoup plus d'identité. Et donc c'est une vraie histoire. L'espéranto a été enseigné dans les écoles de ce tout petit endroit, et il y avait 20% à peu près de la population qui parlait l'espéranto en 1914, et il devait y avoir une grande réunion le 29 juillet 1914 à Paris de tous les espérantistes du monde entier pour faire de Moresnet le pays de l'espéranto. Malheureusement, c'est le jour où la guerre de 14 a éclaté, donc le congrès n'a pas eu lieu, et Moresnet a sombré dans... A été avalé par l'Empire allemand, c'est ça? Avalé par les Allemands, puis par les Belges. Et, après le traité de Versailles, oui. Après le traité de Versailles. Et désormais, c'est un petit coin de Wallonie ou de Ostbelgien, on ne sait pas, c'est juste à la limite. Et comme les autres, il n'y a même plus de traces des mines. Tout a été bouché, parce que c'était très dangereux d'aller se promener dans ces grands trous. Et donc, il fallait en parler. Et donc voilà, c'est ça ce livre, ce roman. Mais on sent aussi que c'est ça qui vous a animé en écrivant ce livre. C'est cette espèce de laboratoire politique, philosophique, préfiguration de l'Europe, vous l'avez dit, avec toutes ces nationalités qui se côtoyaient. Oui, je pense, en fait, évidemment, c'est pas sur ces bases et en imitant Moresnet qu'on va relancer l'Europe. Mais c'est une Europe qui a démarré quand même
à la base, avec les citoyens. C'est le contraire de ce qu'on a fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a commencé avec, certes avec un métal, l'acier, eux ils avaient commencé avec le zinc, mais très vite c'est les bureaucraties qui ont pris le pouvoir, alors qu'à Moresnet il n'y avait aucun bureau, aucune bureaucratie, personne. Est-ce que Moresnet, ça nous dit quelque chose de l'Europe d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le regarder justement pour quelque chose qui peut avoir du sens pour nous, à votre avis? C'était en gros mon idée, c'était quand même à partir de cet exemple, c'est de dire il y a un petit morceau d'Europe qui pendant 100 ans a tenu le... C'est pas sur ces bases mêmes qu'il faut le faire, mais l'Europe ça marche, et notamment dans ce pays où on parlait 3 langues, le néerlandais, l'allemand, le français, eh bien les gens arrivaient parfaitement à vivre, y compris à 30 mètres dans les profondeurs du sol. Ils arrivaient, en cas d'accident ou autre, à communiquer parfaitement bien. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne communique pas entre les peuples européens d'aujourd'hui. Merci à vous, Marc Bressan, d'avoir été avec nous. Votre roman, Un si petit territoire, et c'est bien un roman, hein, justement, il faut bien le dire, d'aventure également, est publié aux éditions de Fallois. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.